242, c'est en jour ouvré le temps qu'il reste aux entreprises françaises pour adapter leur système de paiement au nouveau dispositif SEPA. Toutes les entreprises sont concernées, de toute taille. Vous avez donc moins d'un an désormais pour engager un projet SEPA au sein de votre structure. On l'a déjà évoqué par le passé sur ce plateau, c'est un projet qui nécessite de s'y prendre le plus tôt possible et de mobiliser toutes les fonctions de l'entreprise. Alors par-delà l'imminence de cette échéance et la contrainte technique, vous devez aussi comprendre que la mutation que représente le SEPA dans votre organisation, vos process ou votre système d'information est importante. Le SEPA apporte avec lui de véritables opportunités et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce vidéo chat Sage. Une émission en direct bien sûr, durant laquelle les deux experts présents autour de cette table répondront à toutes vos questions. C'est un vidéo chat. J'accueille donc José Texera. Bonjour José. Bonjour. Un habitué. Vous êtes chef de marché senior chez Sage. Et Aline Mottet. Bonjour Aline. Bonjour Alexandre. Et bienvenue. Vous êtes responsable marketing chez Natixis. Alors pour poser vos questions, c'est assez simple. Il suffit de la saisir dans l'interface qui se trouve juste dessous cet écran vidéo. On va commencer par quelques questions que je poserai à Aline et José. N'hésitez pas pendant ce temps-là à poser vous-même vos propres questions. Et on commence par une date anniversaire, ou plutôt une fête, on va dire. C'est aujourd'hui le 14 février, et le 14 février, c'est la fête. Et oui, tout à fait, aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire de l'adoption au Parlement européen du règlement européen sur les end-dates, donc un texte européen qui fixe en fait le calendrier pour la fin des moyens de paiement virement ou prélèvement français. Et donc cette date nous donne rendez-vous au 1er février 2014. Oui, tout à fait. On voit la date sur une première slide, car le 14 février, c'est bien sûr la Saint-Valentin. José, il faut que tu trouves un fleuriste d'ici ce soir. Mais c'est aussi la date qui, c'est le 14 février qu'on a décidé que le 1er février 2014 était la date limite pour passer au SEPA. Qu'est-ce qui va se passer à cette date? Alors au 1er février 2014, donc, il y aura l'obligation d'envoyer ces virements domestiques et ces prélèvements au format SEPA. Donc c'est la fin des instruments nationaux dans l'ensemble des pays de la zone SEPA. D'accord. Le SEPA est encadré par une directive européenne sur le service des paiements et il y a la Commission européenne qui y joue un rôle. Lequel exactement? C'est un rôle politique, puisqu'en fait le SEPA c'est une volonté politique avant tout, c'est la création d'un marché des moyens de paiement domestiques, hein, ça favorise d'un point de vue, on va dire, c'est la continuité de la création de l'Union européenne, hein, puisque une fois qu'on est en marché domestique, il y a aussi la protection du consommateur qui rentre en jeu. On se focalise beaucoup dans ces live chats de Sage sur les aspects techniques, mais il y a derrière tout ça quelque chose qui concerne les consommateurs, les entreprises, les Absolument. On va s'intéresser pendant quelques instants aux flux qui sont concernés. Il y a d'abord les virements SDD et SCT. Un petit rappel sur ce qu'ils permettent? Alors le virement SCT, hein, c'est le virement domestique non urgent. Donc en clair, ça remplace les virements fournisseurs, les virements de salaire, ce type de virement. Et puis les prélèvements nationaux seront remplacés par ce SDD qui est un prélèvement SEPA. En fait, c'est quelque part un nouveau moyen de paiement puisqu'il met en œuvre de nouvelles règles que l'on n'avait pas avant, notamment le mandat, la responsabilité du créancier, ainsi de suite. Il y a une dimension réglementaire dans ce passage au SCT, au SDD, Aline? Oui, tout à fait. On est sur des moyens de paiement extrêmement bien définis, qui évoluent au rythme normalement de révision annuelle au niveau des formats. Et donc on est sur des moyens de paiement en euros qui peuvent concerner des transactions sur des comptes libérés dans une autre devise, mais en tout cas les transactions doivent être en euros. Donc tout ça est très précisément décrit dans l'ensemble des éléments européens qui sont à notre disposition. Alors on parle de virements, de prélèvements, et il y a d'autres flux. On peut parler par exemple du VECOM?
Sur la partie VECOM, donc il y a d'autres flux, effectivement. Le virement SEPA, comme disait José, concerne des virements tout à fait classiques, mais donc il y a d'autres flux qui sont concernés, par exemple les virements internationaux ou bien les virements de trésorerie. Donc le format SEPA donc, fonctionne avec un format XML, qui est un nouveau format de dialogue au niveau des échanges informatiques. Et donc ce format peut être transposé sur l'ensemble des natures de paiement que l'entreprise possède à l'intérieur de ses échanges avec ses fournisseurs ou bien ses salariés. Pour le VECOM, donc le VECOM est bien identifié, il pourra s'exercer dans le nouveau format donc XML à partir d'une date où il n'est pas concerné par la première date en fait, de février 2014. D'accord. Voilà. Donc on a les formats sur lesquels il faut se concentrer pour février 2014, c'est bien le SCT et le SDD. Absolument. D'accord. Quel risque opérationnel est-ce qu'on peut identifier si on n'est pas prêt à cette échéance, José? Alors, le premier risque, c'est le défaut de paiement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça, c'est le scénario catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qu'on voit, par exemple, ses salaires, pourrait voir un défaut de paiement ou un rejet de paiement. On imagine l'impact sur interne. De la même manière, un défaut de paiement sur ses fournisseurs. Voilà. Donc, c'est un risque opérationnel à prendre en compte. C'est d'ailleurs aussi un risque financier, hein, puisque s'il y a des défauts ou des délais de paiement, donc il y a potentiellement on peut dire des impacts qui pourraient avoir lieu sur des taux d'intérêt, des choses comme ça. D'accord. Vous venez de prendre l'exemple à l'instant du versement des salaires. Il n'y a pas que les services financiers finalement qui sont concernés, puisque en cascade, ça peut toucher beaucoup d'autres services. Absolument. Donc la mise en place du SEPA, ça touche pratiquement tous les services. Donc on a parlé de la RH avec les salaires, bien sûr la trésorerie, la gestion des délais de remise, le contentieux, puisque dans le cadre du prélèvement, donc ce sont de nouvelles règles à prendre en compte. Revoir aussi au niveau service commercial tout ce qui est plaquette commerciale, puisqu'en fait il y a le référentiel, IBAN, BIC, un ensemble d'éléments à revoir, à prendre en compte. Très bien. On va faire un petit point sur les chiffres du marché. Donc on a une petite slide pour ça. Quels sont les derniers chiffres connus concernant les migrations SEPA ? Comme on peut le voir sur le chart, donc le virement SEPA représente à peu près 30% du total des virements sur cette zone SEPA. Donc, il a démarré en janvier 2008, donc ça fait déjà un certain temps. Et plus on se rapproche de l'échéance, et plus ce taux de volume donc, augmentera. Vous voyez que sur les prélèvements SEPA, pour l'instant, ça reste très faible au niveau européen. Seulement 2% du total des prélèvements se font aujourd'hui en format SEPA. En France, les entreprises, en fait, aujourd'hui sont encore assez peu à avoir adopté le SEPA. Donc vous voyez ici, 15% du total des entreprises en France émettent des virements SEPA. Donc ça ne prend pas en compte en fait les organismes sociaux, l'administration notamment, qui a été le premier à adopter le virement SEPA et à passer donc sur ce nouvel instrument. Et le prélèvement SEPA, donc vous voyez, moins de 1% du total des prélèvements, donc on est encore très loin de l'objectif d'adoption du prélèvement SEPA. Très bien. Quel est le niveau de connaissance des entreprises, selon vous, Aline, José, de ce qu'est le SEPA, de ce que ça permet ? Au niveau des grands corporates, en fait, des grandes entreprises, je dirais que l'information est bien passée. Les banques ont déployé un effort important pour communiquer sur ces échéances, surtout depuis qu'elles sont connues, donc depuis un an. Par contre, on se rend compte effectivement que l'ensemble des interfaces de ces grandes entreprises, donc plutôt les PME, les plus petites entreprises, sont moins au fait des échéances et des impacts que ça peut avoir au niveau de leur organisation. Très bien. José, je crois qu'on a extrait un chiffre assez important sur cette communication générale et qui en est d'ailleurs l'émetteur, qui est considéré comme un bon référent. Oui, c'est en fait la Banque centrale européenne qui avait mené une enquête auprès de l'ensemble des entreprises européennes. Et puis on s'aperçoit qu'il y a encore un taux important d'entreprises qui ne sont pas vraiment au fait. Ce qui est très important, c'est malgré les efforts des autres acteurs, éditeurs, eh bien, c'est encore la banque qui est vraiment le premier vecteur d'information.
que c'est à peu près la moitié des interviewés qui indiquent la banque comme premier vecteur. Ce qui indique aussi qu'il y a probablement un petit défaut côté presse, mais plus large, puisque là on est vraiment à un an, ce serait donc on a besoin de communication. Les pouvoirs publics, les organisations professionnelles ont leur part de responsabilité aussi? Oui, absolument, absolument. Alors même si je sais que le comité national CEPA va organiser avec la FBF de nouveaux événements, une tournée, un peu, on va dire, autour de la France pour me mobiliser. Je pense qu'un petit coup de pouce des pouvoirs publics et un relais sur les presses serait bienvenu, puisque ça touche aussi les particuliers, ça touche tout le monde, ne le sait pas. Alors ces chiffres, pardon. Je voulais intervenir sur le fait qu'effectivement on avait hier un article dans les Échos qui a fait une enquête donc avec un cabinet et qui démontrait que suite à cette enquête auprès de 300 entreprises européennes, donc il y avait environ 55% des entreprises qui se déclaraient ne pas pouvoir être prêtes au rendez-vous du 1er février 2014, même si la moitié d'entre elles engageaient un projet en fait CEPA. Parce que mécaniquement, il faut s'attendre à une migration massive dans le courant de cette année 2013. Il reste tellement d'entreprises qui doivent passer au CEPA. Absolument, si on voit les taux, donc en France il y a 35% de volume, mais ça ne représente que 15% des entreprises. Et alors le prélèvement qui touche aussi les grands créanciers, en un an c'est très court. Donc il y a un pic attendu selon les dernières enquêtes, même menées par le MEDEF ou la CGPME, en octobre. C'est vraiment trop tard, quoi. En octobre, s'il reste 2 ou 3 mois, voilà. C'est vrai que le calendrier peut être un peu trompeur, parce qu'on se dit on est un an avant la date butoir, donc on a encore du temps pour s'organiser en mode projet. En fait, non, le chantier est quand même assez lourd à appréhender. Oui, et chez Natixis, vous êtes mobilisés, vous êtes prêts? Chez Natixis, oui, donc ça fait longtemps que nous accompagnons un petit peu la migration de nos clients sur le CEPA, que ce soit au niveau des virements, surtout au niveau des virements et également au niveau des prélèvements. Donc nous avons notamment, pour faire face à cette montée en charge de l'année 2013, qui devrait être l'année du CEPA, organisé nos équipes d'implémentation, notamment en cellules de migration CEPA, donc un vrai accompagnement en mode projet de nos entreprises. Très bien. Après ce pic un petit peu dramatique, on y est habitué à chaque émission CEPA, on essaye d'alerter les entreprises. Je propose qu'on fasse le point sur les opportunités que représente le CEPA, parce que le CEPA apporte avec lui une mutation majeure dans les modes de paiement en Europe, qui est fondée sur la dématérialisation, José. Oui, absolument. En fait, on sait qu'après les paiements, alors on voit qu'il y a encore beaucoup à faire, on s'attaquera aussi à la facture au niveau de la Commission européenne, et puis au niveau de l'Europe, on favorise ce qu'on appelle l'économie numérique. Il y a un agenda. Il y a un agenda qui va jusqu'à 2020, et donc tout ça met en œuvre tous les éléments. Il faut dématérialiser les paiements, puis la facture, la restitution, mettre en place un réseau de confiance, une sécurité pour l'ensemble des transactions, pour les particuliers, les entreprises. Donc on est vraiment dans une mutation des moyens de paiement. Le tout numérique, si je comprends bien, c'est une sorte de condition de possibilité d'un système d'information financier pour les entreprises. Oui, absolument. Et puis on voit bien aussi toutes les innovations qui ont lieu, même si ça a l'air éloigné, c'est quand même dans la mouvance, tout ce qui est lié au paiement mobile, tout ce qui est le paiement sans contact. On est vraiment on voit bien les porte-monnaies virtuelles, on est dans la dématérialisation. Ça implique toutefois de repenser son organisation. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, tous les services sont concernés, parce que d'un seul coup, tous les services sont connectés à ce système d'information financière, directement ou indirectement. Oui, en fait, il y a une conduite de changement à mener, alors qui va être plus ou moins importante suivant la taille de l'entreprise, mais effectivement, à partir du moment où l'ensemble des services sont concernés, eh bien, il faut informer, il faut voir les nouveaux process à mettre en œuvre. On a parlé du prélèvement, et certainement l'un des process les plus importants en termes de conduite de changement, puisqu'en fait, il y a une gestion de mandat, il y a une responsabilité du créancier, il y a le juridique qui doit rentrer en lieu, dans la discussion, donc il y a un vrai accompagnement. Oui. Oui, puisque le juridique, par exemple, doit revoir des documents commerciaux, documents de contractualisation, ces choses-là. Oui. Les RH, on l'a dit tout à l'heure, quand il s'agit notamment des salaires. Des salaires. Voilà. Une autre opportunité dont on parle souvent autour du CEPA, c'est la création d'usines de paiement. De quoi s'agit-il, Aline ? Mais ça continue à aller dans cette mouvance en fait, de réorganisation, en tout cas de nouveaux prismes que doit
effectuer l'entreprise pour considérer en fait son activité. Donc ça concerne la création d'usines de paiement ou d'usines d'encaissement, permet à une entreprise en fait de localiser en un point centralisé l'ensemble des paiements qu'elle doit faire pour le compte de ses filiales par exemple, ou bien dans le cas d'usines d'encaissement, donc ça lui permet de centraliser en un seul point, une seule entité, dans un seul pays, le pays de son choix, dans la zone CEPA, la possibilité d'encaisser l'ensemble de ses créances. Ce qui évite notamment de créer par exemple des comptes bancaires dans chaque entité, dans chaque pays. Absolument. En fait, ça c'est une vraie nouveauté avec la partie prélèvement, puisqu'avant, quand on voulait prélever dans un autre pays, il fallait ouvrir un compte bancaire dans le pays concerné. Cette fois-ci, à partir de comptes localisés, comme le dit Aline, dans n'importe quel pays, ce qui permet aussi de mettre en concurrence, soyons clairs. Donc, eh bien, on peut aller débiter dans la zone CEPA les différents fournisseurs. Donc, ça ouvre la voie à de nouvelles façons de s'organiser, et nouvelles possibilités pour les entreprises d'une certaine taille, puisqu'il faut avoir plusieurs filiales, mais ça donne de nouvelles perspectives. Les services bancaires sont mis en concurrence à l'échelle européenne, finalement. Tout à fait, en fait. Les formats sont standardisés, l'offre de services donc, va pouvoir être déployée par l'ensemble des banques, et donc l'entreprise peut tout à fait consulter toutes les banques de cette zone, donc, ce qui élargit en fait ses prestataires à un nombre assez conséquent, et ça lui permet effectivement de devenir aussi un acteur au niveau de l'échelle européenne. Tout à fait. Un petit point sur les services que vous proposez justement chez Natixis, un petit exemple. Alors dans le cadre de la migration en fait au CEPA, on a tout d'abord avec cette cellule de migration donc la possibilité déjà de fournir des services tout simplement de diagnostic avec l'étude de l'existant, l'étude des objectifs de l'entreprise, puisque chaque entreprise aura un cadrage bien particulier qui correspond à son activité. On propose également, Natixis propose un certain nombre de services de fiabilisation de ces bases de coordonnées bancaires ou d'enrichissement de ces bases de coordonnées bancaires. On a vu qu'avec le CEPA, donc, le seul format pour les coordonnées bancaires est l'IBAN. Donc autant certaines entreprises qui exerçaient à l'étranger donc sont familiarisées avec la partie IBAN, autant les services de paye par exemple doivent vraiment enclencher un service de conversion. Et puis donc ensuite Natixis propose un véritable accompagnement projet donc qui comprend aussi bien la période des tests pour bien voir l'ensemble du cheminement des instruments de paiement et jusqu'à le bouclage. En fait, on parle un petit peu de bouclage des flux, c'est-à-dire bien vérifier tout ce qui se passe pendant l'émission des ordres de paiement jusqu'à la réception des informations qui s'exercent sur cette restitution en fait. On l'a dit tout à l'heure, et c'est lié à tout ce que vous dites, le support technologique un petit peu de toutes ces possibilités, c'est le format XML. Oui. Et chez Natixis, vous êtes engagé fortement pour le XML. Oui, tout à fait. Donc, au fil des échanges que nous avons avec nos clients, nous avons bien insisté sur l'avantage, un des premiers avantages en fait de ce passage au CEPA, qui est un format unique. Donc, la rationalisation des chaînes de paiement ou des chaînes d'encaissement permet à l'entreprise en fait d'optimiser ses structures en concentrant en fait tous ses efforts sur un seul format d'émission. Donc, ce qui fait qu'avec certains gros corporates qui ont notamment des activités à l'international, donc nous pouvons lui proposer un format tout XML pour l'ensemble de ses virements, donc virement de trésorerie, virement à l'international et puis virement CEPA. Donc on ne fait plus de différenciation en fait entre les zones des bénéficiaires. Les gains directs de ce format et de... En fait, pour une entreprise, comme dit Aline, par exemple internationale, lorsqu'elle démarre un projet, avant elle devait vérifier, en dehors des règles locales à chacun des pays, l'infrastructure technique de chacun des pays et de chacune des banques. Là, clairement, on rationalise. C'est-à-dire que, ce que fait Sage, c'est aussi pousser pour les projets internationaux à partir sur la base de ce format XML pour l'ensemble des flux bancaires. Ensuite, il restera toujours des flux locaux, comme les LCR en France ou comme le RIBA en Italie, par exemple, mais ça permettra au moins de partir sur une base saine d'harmonisation. Et donc les gains sont rapides en temps
sont facilement identifiables, c'est-à-dire que d'abord en temps, en rationalisation d'infrastructures, et puis de la même manière, on a parlé du format, il y a eu le protocole, il y a les différents protocoles, les BIC, SWIFT, donc tout ça participe à rationaliser d'un point de vue technique, à mutualiser les infrastructures au niveau de l'entreprise. J'imagine que ça va tirer tout le monde vers le haut, y compris les banques internationales, enfin les banques européennes, qui vont devoir suivre le rythme et emboîter le pas à toutes celles qui ont déjà choisi les bons formats. Oui, tout à fait. Oui. C'est un mouvement global en fait, qui permet à tout le monde de faire une harmonisation et une optimisation de l'ensemble des processus. Avant qu'on fasse un dernier point sur comment mener un projet SEPA, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'interface de chat qui se situe sous cet écran vidéo. On reçoit déjà quelques questions sur l'interface, mais n'hésitez pas. On l'a dit, avec le SEPA, c'est la première pierre d'un véritable système d'information financier, en quelque sorte. Comment s'y prendre pour bénéficier de toutes ces opportunités qu'apporte le SEPA? Aline, chez Natixis, vous avez déjà accompagné beaucoup de clients sur la voie du SEPA? Oui, comme je disais, on est engagé fortement sur le SEPA et l'XML au sens large depuis de nombreuses années. Nous avons vu démarrer un certain nombre de nos clients, donc de toute taille en fait. Donc nous avons pu démarrer quelques projets de petite envergure sur la partie SDD et nous avons également démarré d'énormes projets sur la partie virement SEPA, notamment pour notre clientèle qui correspond plus à la sphère sociale, donc les organismes sociaux. Donc on a pu tester un petit peu l'ensemble de nos chaînes sur aussi bien dans le sens des flux de paiement sur des grosses volumétries, notamment en fin de trimestre par exemple. Et également, nous avons testé tout ce qui était flux-retour, avec l'ensemble des restitutions qui sont associées en fait à ces flux. Donc là aussi, s'il s'agit de nouveaux formats, on parle maintenant de CAMT ou de PSR, donc c'est du jargon un peu barbare pour qualifier les restitutions qui s'offrent aux entreprises, qui leur apportent des informations leur permettant une réconciliation améliorée. Et donc c'est nouveau, et donc ça nous a permis de tester un certain nombre de choses. Et de capitaliser pas mal d'expérience. Exactement. Voilà, ouais. José, quelques rappels de bon sens, on va dire, sur la conduite d'un projet SEPA? Oui, en fait, on retrouve les mêmes règles. De toute façon, la banque est évidemment un partenaire privilégié, enfin nos consultants qui mettent en place des projets. On travaille étroitement avec les différentes banques. La première chose, c'est de cartographier ces flux, comme le disait Aline, c'est-à-dire de vérifier tous les systèmes qui vont être impactés par la mise en place du SEPA. Alors, de les vérifier d'un point de vue réglementaire et aussi en termes d'opportunités. Bien entendu, plus on s'approche de la date, plus on va d'abord se focaliser sur la partie réglementaire. Mais en termes de projet, la première chose, c'est de créer, de savoir qu'il va falloir quand même accompagner ce projet en interne. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation interne d'un certain nombre de personnes. Et donc, une fois qu'on a cartographié ces flux, identifié les applications, on va pouvoir lotir et faire un budget et voir où le planning va nous amener. Très bien. Quel bénéfice on peut imaginer de cette mutation et de cette évolution vers les opportunités qu'on a citées dans cet échange? Très clairement, donc pour l'ensemble des entreprises, ça leur permet d'étendre leur périmètre d'activité à l'échelle européenne. Maintenant, on ne parle plus de national ou en tout cas, quand on parle de domestique, on entend un domestique élargi à 32 pays. Donc ce qui est intéressant même pour les petites activités, parce que ça leur permet de faciliter en fait les encaissements et les paiements sur ces zones-là. Donc on parle également de réduction de coûts forcément, puisque on évoque avec tout le savoir-faire que nous avons pu engranger, donc les différentes harmonisations possibles sur les chaînes de gestion des paiements, sur la réconciliation automatique également qui est améliorée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Oui, une meilleure protection aussi, parce que oui, dans la directive CPM, il y a beaucoup de protection du consommateur et des entreprises. Très bien. Voilà. Merci à vous deux pour cette première passe de questions et on va commencer à répondre aux questions qui nous sont parvenues de la part des internautes maintenant. Alors, Marielle nous demande, est-ce que cette échéance est identique pour tous les pays de la zone euro? Ça, c'est sa première question. Oui, absolument. C'est une directive européenne et c'est une dette européenne. Donc c'est identique pour tous les pays. Et donc, on le rappelle, il s'agit du 1er février 2014. Voilà. Y a-t-il des évolutions à prévoir concernant le format de fichier? Exemple, rajout des numéros d'encodage comme en Belgique.
Alors, bon, Aline pourra confirmer, mais a priori, je dirais qu'on a vécu, là on est un peu dans la technique, c'est-à-dire qu'il y a eu des versions normales de ce qu'on appelle des fichiers XML, des versions, on en est à la version 3. Eh bien, pour le passage au CEPA, normalement ça devrait se stabiliser jusqu'à 2015 maintenant. D'accord. Aline, oui. vous confirmez? Oui, tout à fait. On est sur des premières versions au niveau de l'ISO et au niveau des rulebooks, c'est les fameux guides qui définissent un petit peu le format XML pour le CEPA, donc ils se sont stabilisés. Donc là, comme je disais, on est monté en puissance, toutes les banques ont pu tester les solutions éditeurs, les formats qui étaient émis, et donc on est sur quelque chose qui est complètement stabilisé avec quelques évolutions à la marge ou quelques corrections, voilà, notamment sur les flux retours. Oui. Bon, il y a Myriam qui s'inquiète un petit peu. Je vois que notre propagation d'un climat un peu anxiogène fait des inquiets. Pensez-vous que la date butoir du 1er février 2014 pourrait être remise en cause pour le SDD? Alors, il y a eu une communication à la fois par les autorités françaises et aussi au niveau européen pour rappeler que cette date ne sera pas remise en cause. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, ça basculera au 1er février 2014. Après, bon... Eh bien, on remet tout en perspective, ce qu'on vient de se dire avant, sur les migrations qui seront faites par les entreprises françaises en 2013 et sur la nécessité de le faire le plus tôt possible. Donc de consulter les bons interlocuteurs pour le faire, bien sûr. Excusez-moi. Quels impacts pour mon outil de comptabilité ou mon ERP? Alors, dans une comptabilité, en général, on sort des règlements fournisseurs. Donc voilà, le premier impact, c'est de vérifier que les règlements... Alors, soit ces règlements passent par un système de conversion à la sortie, mais on perd un peu d'informations, mais bon, ça peut être le cas, donc on a des outils de conversion. Si l'information est fiable à la source, ça veut dire que l'ERP doit pouvoir générer ces formats CEPA. D'accord. Toujours un petit peu technique. Bonjour, pourra-t-on continuer à envoyer des virements classiques CFONB 160 pour de la trésorerie, nous demande Emma. Aline? Au niveau des flux 160, effectivement, et beaucoup d'entreprises nous posent la question sur est-ce que mes flux seront rejetés, admettons que je les envoie le 31 janvier 2014, donc est-ce que j'aurai un rejet, est-ce que je m'expose donc j'ai bien envie de dire, l'ensemble des virements devront passer donc, sur ce nouveau format. Après, je pense qu'il y aura un certain nombre de services qui seront proposés par des solutions éditeurs ou par des banques pour accompagner les entreprises qui n'auront pas eu le temps de faire évoluer leur système. Donc on a dès aujourd'hui en fait, des discussions autour des outils de conversion de ces flux pour pouvoir faciliter un petit peu une migration rapide. D'accord, et pour absorber un petit peu la montée en charge attendue. Côté éditeur, on met en place aussi ces outils, mais pour lotir, ça permet aussi de lotir les projets, c'est-à-dire le temps que le projet, si elle doit dépasser cette date, ça permet en tout cas d'être conforme à la réglementation. De passer d'abord les services ou les systèmes notamment, qui doivent respecter les formats SDD et SCT. Oui, absolument. Pierre nous demande justement sur le même sujet, est-ce que les banques et Sedge ont prévu de travailler ensemble afin de prévenir et de former leurs clients communs? On va dire, est-ce que Natixis et Sedge ont prévu de travailler ensemble? Vous travaillez ensemble, ça je le sais. Oui. Mais quid de, on va dire, l'accompagnement un petit peu et la conduite du changement pour prévenir et former leurs clients communs? Alors, côté Sedge, alors effectivement, lorsqu'on peut travailler avec les banques, c'est le mieux. On a en place quand même un programme, on a mis en place un programme qu'on a appelé Audit CEPA, qui permet de en fait, faire un premier diagnostic à l'entreprise et de proposer des solutions et d'accompagner. Et dedans, dans ce programme de service, il y a aussi l'aide à la conduite du changement et à la formation. D'accord. Et au niveau de Natixis, en tout cas, on a enclenché effectivement un certain nombre de sessions, de formations ou de découvertes un petit peu du monde CEPA. Donc on avait commencé il y a bien longtemps sur la partie virement et cette année on a accentué l'ensemble de nos efforts sur la partie prélèvement pour bien que chacun des interlocuteurs en fait, dans l'entreprise se familiarise avec l'impact du prélèvement CEPA et notamment de la gestion du mandat CEPA, donc qui est complètement nouvelle et
une fois qu'on a démystifié en fait cette problématique, nous permet d'évoquer un petit peu la marche à suivre pour l'entreprise en mode projet. Pierre insiste un petit peu, est-ce que toutes les banques sont en accord avec la structure de ces nouveaux formats ? C'est une bonne réflexion puisque effectivement au démarrage donc on a pu voir qu'il y avait peut-être quelques différences de compréhension des standards XML. Donc le standard XML est très large, c'est un standard international, il répond à une norme précise et en même temps il est tellement large qu'il y a beaucoup de possibilités à l'intérieur même de ce format avec un certain nombre de zones optionnelles. Donc quand on se retrouve effectivement face à une zone optionnelle dans un flux, donc certaines banques avaient choisi au départ de faire un contrôle. Si le contrôle était trop strict, donc ça entraînait une rupture de la chaîne et d'autres encore pouvaient laisser passer. Donc je pense que depuis le démarrage en 2008, l'ensemble des acteurs, que ce soit éditeurs ou banques, se sont beaucoup parlé et puis ont échangé en fait sur les bonnes pratiques. Ils se sont mis d'accord sur les informations optionnelles qu'il faut peut-être privilégier. Pour la plupart, oui, tout à fait. Ce qui fait que pour l'instant, sur la partie virement, notamment, on peut dire qu'on est sur un format qui est le même, qui est déployé de la même façon, en tout cas par les acteurs. Pour répondre à la question de Pierre, parce qu'il avait complété, il n'y aura a priori pas de particularité des banques sur le format XML. Alors sur le format XML, c'est très large. Comme je disais, sur le virement XML par exemple, donc là on a effectivement sur un standard qui est partagé. Si on prend le format XML sur les flux retours, on voit que sur les flux retours, donc là on est un petit peu en dehors du règlement des NDET, puisque les flux retours ne sont pas compris par ce règlement. Néanmoins, on voit bien que la machine est lancée vers l'XML, vers le tout XML, notamment sur les flux de restitution. Donc on a notamment un format qui s'appelle le CAM54, qui permet à l'entreprise de récupérer toutes les informations relatives aux impayés ou à l'ensemble de ces opérations reçues. Et donc là, je pense qu'on vient de terminer le dernier réglage entre les différentes interprétations des acteurs. D'accord. Une autre question sur les formats. Je crois que les nouveaux formats évoluent tous les ans. Serez-vous prêt pour les releases 2014 et les impacts SCT, SDD, nous demande Emma. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, les impacts majeurs, c'est-à-dire que ce qu'on appelait les versions, on a eu 2, 3, on devrait se stabiliser jusqu'à 2015. Donc là, on est déjà dans les dernières releases. Pour autant, il y a quelques petits ajustements réguliers. Effectivement, il y a de nouveau sur les fichiers retour, notamment, il y a quelques informations. Et on suit évidemment la réglementation. De toute manière, nous, en tant qu'éditeurs, et la banque c'est pareil, on se doit de respecter la réglementation. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle release, eh bien, ça devient obligatoire pour nous de l'implémenter. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Donc ça, on y a répondu. On a répondu à une question de Céline indirectement, puisqu'elle nous demandait, on parle d'un format unique XML, existe-t-il plusieurs fichiers XML ? Donc, je pense que c'est la même réponse que celle qu'on a adressée à Pierre. Plusieurs questions. On va faire une petite salve de questions sur le VCOM. Et d'abord, Véronique nous demande qu'entendez-vous par VCOM ? Alors, c'est le virement commercial. À l'heure actuelle, en termes de format, la plupart des gens connaissent le virement. Alors, il y a 2 formats, VCOM 400 et puis le VCOM Edifact. Donc, c'est le virement commercial avec à échéance. Donc, il sera possible de le faire en XML. Mais je rappelle, les 2 seuls flux obligatoires jusqu'au 1er février 2014, ce sont le virement SCT, SDD. Pour autant, oui, il faut aller vers le tout XML, mais si on doit lotir un projet, on commence d'abord par les flux réglementés. Voilà. Et une autre question que je vais retrouver dans mon interface sur le VCOM, excusez-moi. Les entreprises auront-elles l'obligation d'envoyer les VCOM en XML à leur banque ? Comme disait José, en fait, nous, effectivement, il n'y a pas d'obligation au 1er février 2014 à envoyer du VCOM XML. Les formats existants, donc le 400 ou les Edifact, continueront à fonctionner et fonctionnent très bien aujourd'hui. Voilà. D'accord. Proposez-vous une offre de gestion de mandat pour la migration au SDD, nous demande Patrice. Oui. Donc, nous avons une offre de gestion de mandat qui permet l'import
à partir d'un apport référentiel ou de ce qu'on appelle un AFB 160 enrichi, c'est-à-dire pour permettre faire la migration. On a une gestion de mandat qui fait qui gère le cycle de vie du mandat, le stockage, la recherche de preuves, enfin voilà. Donc on l'a dit, effectivement, le mandat reste la responsabilité du créancier qui émet donc les prélèvements. Et donc le créancier a le choix finalement entre 3 solutions. Une solution éditeur, une solution donc interne où lui-même choisirait de développer une solution de gestion de ses mandats. Et il peut également opter pour une solution bancaire. Donc chez Natixis, nous avons également une solution qui s'appelle Ma Base Mandat et qui permet donc de gérer toute la gestion du cycle de vie du mandat avec notamment l'archivage, etc. 2 questions sur les flux nationaux. Pourront-ils encore être acceptés par les banques au 1er février ou seront-ils refusés? Nous demande Chris. Alors, je laisserai Aline répondre là-dessus, mais globalement, les flux nationaux qui sont le virement et le prélèvement, logiquement, n'existeront plus. On devra échanger en XML. Pour autant, soit on peut convertir au départ de l'entreprise, soit certaines banques proposeront certainement des services de conversion à la réception. Et ça répond à la question de Stéphane, qui était la 2e question sur les flux nationaux. Les banques ont-elles le droit de proposer des traducteurs de flux nationaux vers SEPA? Alors, il y a les 2 points. Il y a la question, on va peut-être prolonger la réponse de José sur l'acceptation des flux nationaux à la date, après la date. On voit bien en fait qu'on va se heurter quelque part à un embouteillage aux alentours de janvier-février 2014. Donc clairement, pour faciliter la vie de nos clients entreprises, clairement on va leur proposer des solutions de conversion de flux. Je pense qu'il y a même déjà certains acteurs qui communiquent sur ce genre d'offres, effectivement. D'accord. Véronique nous dit, vous avez parlé de modifications effectuées sur les plaquettes commerciales. Qu'entendez-vous par ces modifications ? Alors, en fait, sur les plaquettes commerciales, vous avez tout ce qui est référentiel déjà. Tout ce qui est référentiel, s'il y avait des RIB, donc il faut changer. Et ensuite, l'indication du moyen de paiement. Lorsque dans votre plaquette commerciale, vous indiquez les moyens de paiement que vous pouvez utiliser, donc et là, il faut prendre en compte ces nouveaux moyens de paiement, et notamment si jamais il y avait du prélèvement, c'est encore pire. Donc oui, il y a des modifications à amener sur les conditions générales de vente, les CGU, comme on appelle, ou le CGV. Tout ça doit évoluer pour prendre en compte les évolutions liées au SEPA et les nouveaux moyens de paiement. Et concernant le prélèvement, en complément de ce que tu dis, on a notamment une réglementation très stricte sur les délais de présentation de ces prélèvements. Et donc, l'entreprise doit effectivement s'organiser pour communiquer l'arrivée d'un prélèvement, donc selon qu'il s'agit d'un premier prélèvement ou d'un prélèvement déjà connu, dans un délai bien particulier. Donc, toutes ces indications doivent être relayées au niveau des instruments commerciaux du client. Très bien. Mathieu nous demande si les relevés de compte XML seront obligatoires. Alors, comme l'a dit Aline, les fichiers de restitution ne sont pas obligatoires au 1er février 2014, même si la tendance de fond c'est d'aller vers ce flux. Alors, il y a un flux qui est particulier, qui est le CAN 54, comme le disait Aline, qui est les relevés d'opération, dans lequel vous avez des informations liées aux impayés. Et donc, quand on passe au prélèvement SDD, en général, c'est très très lié au support de ce flux de restitution. Pour le relevé de compte, on va dire que celui-là offre un intérêt, mais bon, il peut être mis après le passage. L'AFB 120 enrichi, en France en tout cas, le relevé de compte français véhicule déjà pas mal d'informations liées au CEPA. Qui est-ce que ça concerne, ces relevés de compte un peu plus élaborés ? Tout le monde. Qui est-ce que ça intéresse, qui est prioritairement ? Alors, prioritairement, c'est vrai que on reprend une entreprise internationale, donc vous aviez la possibilité, enfin, comment ça marchait avant, donc soit je récupérais ce qu'on appelle des Swift MT940 sous différents formats, je convertissais dans le format local parce que quelquefois mon ERP ne savait gérer que ça. Au niveau de la banque, quand il y avait une collecte, donc il y avait aussi une conversion. Là, si tous les pays offrent un relevé de compte XML, c'est le même. Donc déjà, on ne perd pas d'informations. Donc si j'ai encore des comptes dans différents pays, je peux agréger les informations et avoir... D'une manière plus facile, oui. D'accord. Voilà. Ensuite, comment sera géré le BIC du créditeur ou du débiteur destinataire du paiement ?
Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on est sur un seul format de coordonnées bancaires obligatoires qui est l'IBAN. Oui. Donc le BIC, pour l'instant, donc, est obligatoire jusqu'en février 2014, donc pour les virements franco-français, on va dire. Et ensuite, il deviendra, il est obligatoire également pour les virements cross-border, donc en dehors de la France, sur toute la zone CEPA, et jusqu'en février 2016. Donc le règlement prévoit en fait ces 2 dates pour permettre aux entreprises de s'adapter. Aujourd'hui, très clairement, le service d'enrichissement du BIC sur les ordres de paiement des entreprises constitue un des services que peut proposer un éditeur ou une banque. Justement, Marielle nous demande, est-ce que les banques proposeront des interfaces pour transformer les anciens formats au format CEPA? Si oui, pendant combien de temps? Alors, je ne vais pas répondre à la place de la banque, mais alors, les éditeurs ont un service de BIC-ibanisation. Alors nous, le service de BIC-ibanisation va durer le temps que nos clients aient migré leur base. Voilà, et fait la migration de nos bases. Ensuite, pour ceux qui continueront à émettre du 160 avec une conversion, il faudra forcément, puisque dans l'AFB 160, c'est un format RIB, donc on maintiendra ces annuaires jusqu'à ce que l'ensemble des clients aient finalement basculé nativement en XML. Voilà, côté éditeur. Oui, côté banque, je partage ce que José vient de dire, à ceci près que, donc, étant donné que nous sommes, Natixis est positionné sur un créneau de grandes entreprises, en fait, nous fonctionnons beaucoup par échange de fichiers, et donc nous n'avons pas forcément une interface portail pour traduire des coordonnées. Mais en tout cas, le service de fichiers fonctionne très bien. Très bien. Alors une question avec un nouvel acronyme que je ne connaissais pas. Êtes-vous en mesure de traiter les corrections de domiciliation au format XML, les CAI? Ah oui, donc ça c'est... Oui, tout à fait. Donc les CAI, donc ça veut dire Change Account Information. Donc là, on est dans le cas où, par exemple, on va dire un créancier envoie un prélèvement concernant, par exemple, une facture télécom. Et donc le coordonné, le particulier, donc a par exemple changé ses coordonnées de banque, donc il a de nouvelles coordonnées bancaires. Donc la banque va pouvoir lui transmettre à la banque du créancier donc une information de changement de coordonnées bancaires. Et donc cette information est restituée normalement au créancier qui lui permettra donc de mettre à jour ses bases et la prochaine fois de prélever le bon compte bancaire. Et ça, le passage au format XML l'accepte, le tolère Donc ça, pour moi, c'est effectif en fait depuis novembre dernier, on va dire. Et donc c'est un service qui est peu utilisé encore aujourd'hui, mais tout à fait, ça fait partie de la réglementation. Donc les banques doivent respecter cette réglementation. Pierre nous demande si le CEPA, c'est la fin de la norme CFONB. Il faut s'engager. Hein. Bon, c'est un peu compliqué. Non. Alors en fait, je vais répondre. C'est-à-dire que logiquement, oui. À terme, oui. Quelque part, les formats nationaux vont tous disparaître au profit d'une norme européenne et internationale. Voilà. Donc là, on commence par 2 flux. Ensuite, lorsque l'ensemble des flux seront basculés, voilà. Ce qui ne veut pas dire que le CFONB n'a pas un rôle à jouer, mais elle va plutôt le jouer au niveau de l'interbancaire, au niveau européen, à mon sens. Oui, tout à fait. On est vraiment sur une convergence vers des formats internationaux. Ensuite, le CFONB, donc, qui est un organisme de normalisation, a clairement un rôle à jouer en France et au niveau de l'Europe pour défendre les intérêts de chacun. Néanmoins, si on parle de format CFONB, effectivement, à long terme, ils sont condamnés à disparaître. Très bien. On va redescendre au niveau de la pratique un petit peu individuelle et des pratiques manuelles, on va dire, puisque Ashley nous demande si on pourra continuer à faire des virements manuels, c'est-à-dire des documents Word avec des coordonnées bancaires qu'on enverra par fax à la banque. Donc des pratiques qui peuvent paraître un petit peu rétrogrades, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce dont on parle actuellement. Par rapport à la dématérialisation, mais qui existe encore beaucoup. Oui, il y a encore beaucoup de petites entreprises ou de PME qui font ces virements et ces déclarations de paiement par papier.
normalement, il ne devrait pas être touché, il devrait pouvoir continuer, mais voilà. Tout à fait, je pense que ça rentre dans la relation des services qu'une banque peut proposer à son client, donc il n'y a pas d'obligation à la banque d'arrêter ce genre de prestations. Après, c'est vrai qu'on ne peut que souligner les risques de fraude qui sont associés à ce genre de services. Alors justement, on nous demande, Alain, je pense que c'est une question un petit peu corrélaire, la réglementation SEPA est-elle limitée aux ordres télétransmis? C'est la même chose? Oui, enfin, effectivement, pour les flux, c'est vraiment les ordres dématérialisés. Bon, après, il y a l'aspect carte, mais pour le SCT et le SDD, c'est vraiment les ordres qui sont dématérialisés. D'accord. Lucas nous demande quelle différence il y a entre les autorisations de prélèvement actuelles et le mandat relatif au SDD. Alors, en fait, jusqu'ici, on avait deux papiers. Voilà, l'autorisation de prélèvement qu'on envoyait à sa banque et aussi vis-à-vis du créancier. Là, il est remplacé par ce qu'on appelle un mandat unique, qui est sous la responsabilité du créancier. Voilà. Donc avant, le débiteur s'appuyait sur sa banque pour tout ce qui était contrôle. Et là, cette fois-ci, la responsabilité passe côté créancier. Donc le mandat remplace les deux autorisations de prélèvement. D'accord. Voilà. Juan nous demande, les banques ont-elles reconduit leurs offres à valeur ajoutée dans le SDD? Alors peut-être faudrait-il qu'il précise ce qu'il entend par offre à valeur ajoutée. Alors c'est vrai que... Bah oui, tout à fait. Au niveau du service des prélèvements nationaux, donc Natixis, par exemple, proposait un service de représentation automatique en cas d'impayé, donc une réémission automatique des flux pour le client. Donc effectivement, ce type de service qui est très apprécié de nos créanciers a été complètement reconduit dans le format SEPA, donc avec le prélèvement SEPA. Ça fait partie d'un des services à valeur ajoutée que nous proposons pour nos clients. On va répondre à deux questions de Mounir, qui d'abord nous demandait, et il a raison, que veut dire SEPA? Beaucoup ne le savent pas. Je ne sais pas s'il entendait un jeu de mots autour de ça. Je ne sais pas ce qu'est le SEPA. On va peut-être rediffuser cette slide qu'on avait diffusée et j'osais un petit mot sur, déjà, les initiales SEPA, ce qu'elles veulent dire. Single European Payment Area. D'accord. Donc en fait, c'est le marché domestique en termes de paiement. D'accord. C'est anglais, acronyme anglais. Et ça répond vraiment à une volonté politique de créer un monde de paiement espace SEPA, commun, un espace unique européen. Voilà. Et sa question complémentaire, c'est quelle est la place de la France sur le SEPA à l'échelle européenne, on va dire. Alors, clairement, la France a une position primordiale au niveau de l'Europe. Donc, ça se traduit aussi bien sur les volumes de flux que sur les discussions qui peuvent avoir lieu au niveau de l'EPC, donc qui est le Conseil des paiements européens au niveau Europe. Donc, et donc là, je pense que la France, par exemple, doit représenter environ 25 à 30% des virements de toute l'Europe. Je poursuis avec une question qui n'a rien à voir. On revient un petit peu sur les relevés de compte, on en a parlé tout à l'heure. Philippe nous demande quels sont les impacts du SEPA sur nos relevés de compte. Va-t-il y avoir une évolution de la structure du format des relevés de compte? La restitution, vraiment. Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc à l'heure actuelle, on est alors il y a deux formats de fichiers qui sont importants dans les restitutions, qui sont l'AFB 120 pour le relevé de compte, l'AFB ou CFONB 240 pour tout ce qui concerne les impayés, enfin les relevés d'opération. Donc sur l'AFB 120, il évoluera vers ce qu'on appelle le CAMT 053, format XML. Donc il n'est pas réglementé, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation à basculer au format XML relevé de compte avant le 1er février 2014. Probablement, compte tenu en plus que le relevé de compte français véhicule déjà les informations dans ce qu'on appelle les zones 05 liées au SEPA, donc il n'y a pas une urgence, même si il faut le prendre en compte dans son planning. Pour autant, le fichier, lui, des relevés d'opération, c'est le CAMT 054, comme disait Aline, qui est XML. Lui, il est plutôt préconisé de le mettre en place, surtout si on est un créancier, enfin si on fait du prélèvement, de le mettre en place en même temps que son SDD. D'accord. On va répondre à une question d'Erika. Alors, je ne sais pas si c'est la même qu'au début. Je vais remonter un petit peu dans la file de questions. Oui, alors, on va se pencher déjà sur la question d'AFSA.
Reachability SDD Core et B2B. Je souhaite migrer au SDD B2B, mais toutes les banques ne le proposent pas. Comment vérifier que mes prélèvements seront acceptés? C'est une bonne question, effectivement, dans la partie prélèvement CEPA, donc on parle de deux schémas, donc un schéma Core qui est obligatoire et un schéma B2B, donc dédié au paiement inter-entreprise, qui lui est optionnel. Donc ce qui veut dire que toutes les banques ont le choix de proposer ou pas le service SDD, le prélèvement SDD B2B. Donc c'est très simple, en fait, certaines banques comme Natixis peuvent vous proposer le service de vérification de la reachabilité, c'est-à-dire si vous souhaitez déployer donc des prélèvements CEPA B2B, vous avez la possibilité de vérifier que toutes les banques des personnes que vous souhaitez prélever, des entreprises que vous souhaitez prélever, donc soient bien dans ce scheme, dans ce schéma. Dans ce schéma. Ça répond à la question d'Erika qui demandait si les deux SDD Core et SDD B2B sont obligatoires. Non, il n'y en a qu'un. Non, il n'y a que le prélèvement SDD Core, effectivement, qui est obligatoire au 1er février 2014. José? Oui, tout à fait. Quelque chose à rajouter? Non. D'accord. Volsi nous demande, on revient sur la notion de mandat, à quoi sert la référence unique de mandat par rapport au fonctionnement actuel? C'est la même réponse que tout à l'heure? Non, en fait, ça c'est une nouveauté aussi, donc on appelle ça la RUM pour référence unique du mandat. Alors déjà, c'est extrêmement important puisque c'est grâce à cette référence que va se faire la relation, enfin les dialogues. S'il y a une contestation, une recherche, en fait le client ou le débiteur va transmettre cette référence. Donc déjà une information importante, c'est garder-la conserver scrupuleusement je parle au débiteur là, cette référence unique de mandat, parce que c'est grâce à cette référence que vous pourrez contester et échanger avec le créancier. Voilà. Donc c'est la donnée qui est obligatoire de toute façon. D'accord. Deux questions à la banque. Proposez-vous un service de représentation des impayés dans le cadre du SDD, service actuellement proposé sur l'AVP? Oui, tout à fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Natixis propose un prélèvement SDD avec réémission automatique, représentation automatique en fait en cas d'impayé. D'accord. Ouais. Rafik demande lui si côté SDD domicilié, Natixis propose des contrôles particuliers. Oui, donc là on est plutôt dans le cas des débiteurs. Donc nous avons un certain nombre de services, donc on parle de liste blanche, d'alerte notamment sur des paiements. Clairement on est dans le cas où un débiteur voit un prélèvement se présenter à sa banque. Il peut choisir de sélectionner par exemple une alerte en fonction du pays d'où est émis ce prélèvement, ou bien du type d'activité, ou bien du montant, c'est-à-dire il peut signifier à sa banque, il peut nous demander de l'alerter à chaque fois qu'un prélèvement de plus de 500 € par exemple pourrait se présenter sur son compte, de façon à ce qu'il donne son accord sur le décaissement. Très bien. Une petite question, alors c'est l'avantage aussi de ce type d'événement dématérialisé, c'est qu'on nous regarde outre-mer. Oui. Y a-t-il des spécificités liées au territoire et département d'outre-mer? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, est-ce qu'il faut prendre en compte des particularismes? Alors déjà les territoires d'outre-mer, certains territoires d'outre-mer ne font pas partie de la zone CEPA, donc ils ne sont pas concernés par cette migration. C'est le cas de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie. On peut répondre oui, il y a des spécificités, donc de vérifier si notamment on fait partie de la zone CEPA. Et si on fait partie de la zone CEPA, à ce moment-là, on est soumis aux mêmes règles. Exactement, il n'y a pas de dérogation. Voilà. D'accord. Question un peu technique de Véronique, c'est pas la première je crois. Faut-il prévoir des modifications sur les applicatifs GEC, générateurs des écritures comptables, pour effectuer les rapprochements bancaires? Alors là, question piège, c'était la question de trop? Non. En fait, les modifications, on va parler plutôt d'évolution. À partir du moment où on reçoit de nouvelles restitutions en XML, forcément, l'intégration de ces flux doit être traitée et on doit en tirer les bénéfices. Donc,
Oui, c'est de vérifier, mais je pense que Véronique doit parler de sa solution GEC. Il y a des évolutions qui ont été amenées à ce type de solution qui permet normalement de pouvoir recevoir les flux XML. Parlons concrètement des solutions Sage. Alors, l'ensemble des solutions Sage, bien entendu, comme je l'ai dit, on sera conforme et on est conforme à la réglementation en termes de ESCT, SDD. Pour les restitutions, on est sur le CAMT 054, ça c'est sûr. Le CAMT 053, ça va être un peu plus hétérogène, mais comme je l'ai dit, pour les restitutions XML, c'est un sujet qui prendra beaucoup plus d'importance vers la fin de l'année 2013 et pour... Voilà. Bon, il nous reste 5 minutes maintenant pour traiter encore quelques questions. N'hésitez pas, c'est maintenant. Si vous avez une question piège pour José, ou pour Aline d'ailleurs, n'hésitez pas, essayez, c'est le challenge. Et je lis... la gestion des séquences pour les entreprises est un vrai sujet. La problématique d'émission d'un FIRST est une vraie contrainte pour les entreprises. Que proposent les banques ? Demande Fanny. Alors, rappel, un FIRST ? Alors oui, on parlait tout à l'heure, on évoquait rapidement le cycle de vie du prélèvement. Et donc en fait, il y a une réglementation bien précise qui décrit ce nouveau moyen de paiement et qui nous dit grosso modo, en cas d'émission, donc pour la toute première fois d'un prélèvement, donc ce prélèvement va être appelé FIRST et donc il va devoir être présenté une certaine période, donc avant l'échéance. Et donc dans le flux paraîtra en fait la caractéristique FIRST pour indiquer qu'il s'agit d'un premier prélèvement. Ensuite, s'il s'agit, pour les prochaines représentations, cette indication va se transformer en récurrente, c'est-à-dire un mouvement, un flux qui va se répéter. Donc quelle était la question exactement sur... La question, je remonte. Que proposent les banques ? Puisque Fanny considère que c'est une contrainte que l'émission de ce FIRST. Donc ce cycle de gestion est bien décrit en fait dans l'ensemble de la réglementation. Donc je pense que toutes les banques fonctionnent avec le même process et donc on a bien étudié tous les cas de figure en cas de première émission, en cas de rejet de cette première émission. Donc on a des règles de réémission de ces flux-là, de renommage. Ouais. Est-ce qu'elles seront toutes les mêmes ces règles ? Est-ce que toutes les banques ont les mêmes pratiques par rapport à cette Oui. En tout cas, on y va, parce que la question de Annie, c'est est-ce que je peux envoyer un fichier sans positionner ces tags ? Non, c'est obligatoire. C'est totalement obligatoire. D'où préparer son projet, parce que ça, c'est un vrai casse-tête, effectivement. D'accord. Parce qu'en plus, les règles, c'est-à-dire que, je donne un exemple, je change mon compte bancaire. Il y a un changement de compte bancaire. Si c'est au sein de la même banque, on est en récurrent. Si on change vis-à-vis d'une autre banque, on repasse en first. Donc, c'est un casse-tête. Ce que vous nous dites, José, c'est qu'en fait, le projet CEPA, c'est prendre en compte tous ces cas particuliers. Chaque entreprise, finalement, a un petit peu des cas particuliers de traitement de ses flux financiers et il faut pouvoir les anticiper dès maintenant. Oui, et de voir avec son éditeur, si possible Sage, mais bon, de voir quand même avec son éditeur si c'est bien géré au niveau des applications de gestion de moyens de paiement ou si c'est géré en amont dans la comptabilité, enfin de vérifier à quel niveau de son système d'information on gère ce cycle de vie. Voilà. On va revenir sur des questions de territoire un petit peu. On a parlé tout à l'heure des départements et des territoires d'outre-mer. On nous demande si le CEPA, ce sont plusieurs questions que je cumule en une, si le CEPA s'applique uniquement aux pays de l'Union européenne. Et en fait, on nous demande aussi, et c'est lié, si les pays hors zone euro, mais avec des comptes bancaires en euros, sont concernés par le CEPA d'une part et par l'échéance. Donc, question globale, les pays hors zone euro sont-ils concernés à la fois par le CEPA et par l'échéance ? On l'a trouvé. En fait, on parle vraiment du monde CEPA, donc qui comprend 32 pays. Donc on a à l'intérieur des pays qui font partie de l'Union européenne, on a quelques pays en sus, et l'opération CEPA en fait concerne une transaction en euros. Mais elle peut très bien faire intervenir des comptes qui sont libellés dans une autre devise. D'accord. Donc on est sur une transaction en euros, mais les points de départ et points d'arrivée peuvent être tenus Donc ça veut dire que dans des devises différentes. les deux entreprises ou les deux entités émettrices
des deux côtés, on va dire, peuvent être dans des pays étrangers à la Tout à fait, on peut avoir par exemple un compte tenu en Norvège et un compte tenu en Pologne, et la transaction, le virement par exemple qui sera libellé en euros entre ces deux comptes sera un virement SEPA, clairement, et bénéficiera, devra être conforme à toute cette réglementation et bénéficiera des avantages de délai de règlement et de standardisation. Je pense à nos amis anglais en fait, qui sont dans l'Union européenne mais qui ne sont pas euros. Mais pour autant, ils sont effectivement impactés par le SEPA, par les échanges. Donc, mais bon, voilà, il y a à la marge, il y a quelques éléments compliqués. Mounir nous demande si les particuliers pourront effectuer des virements SEPA. C'est déjà le cas normalement. D'accord. Ouais. Même d'une manière transparente, quand ils font un virement par leur web banking, quelquefois, souvent d'ailleurs, c'est un virement SEPA qui est fait au niveau de la banque, notamment quand il y a des mouvements sur ses propres comptes. C'est très bientôt la fin de cette session vidéo chat. J'ai une dernière question qui est revenue en fait un petit peu tout au fil du flux des questions des internautes, qui concerne l'accompagnement. Donc on va faire une sorte de réponse groupée pour tout le monde. Avez-vous prévu des services d'accompagnement pour aider vos clients à migrer au SEPA? Donc je me tourne à la fois vers l'éditeur et vers la banque. Peut-être d'abord la banque. Oui, donc tout à fait, Natixis a entrepris une grande démarche de sensibilisation déjà en interne pour que toutes les personnes qui sont en contact à un moment ou à un autre de l'opération avec les clients puissent être en capacité de répondre avec précision sur les problématiques. Donc ça concerne aussi bien les équipes d'implémentation, les équipes de back-office, bien sûr les équipes commerciales qui parlent SEPA comme José et moi. Et donc sur cette sensibilisation, on a eu des grandes campagnes d'information qui sont à destination cette fois-ci de nos clients et qui leur permettent de de les aider à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, on a l'obligation effectivement d'agir sur la partie virement et prélèvement, mais est-ce que l'entreprise s'est posé la question de savoir quelles informations lui étaient nécessaires pour effectuer ces rapprochements, pour automatiser davantage encore son lettrage, quelles informations elle souhaitait retrouver, dans quel ordre et dans quel fichier. Donc toutes ces interrogations, comment est-ce qu'elle souhaite gérer la gestion de mandat également. Donc toutes ces problématiques font partie de l'accompagnement en fait au SEPA. Il y a besoin d'accompagnement parce que finalement c'est pas si mécanique que ça de migrer au SEPA. Absolument, oui. Donc pour compléter, comme je l'ai dit, on a mis en place avec nos équipes services et d'implémentation tout un programme qu'on a appelé avec de l'audit SEPA, du lotissement de projet. Les équipes commerciales sont faites. Il y a des formations en interne vers les commerciaux dits sédentaires. Sage a aussi un énorme écosystème, donc beaucoup de partenaires. Donc là aussi, on s'appuie en tout cas sur nos partenaires aussi locaux qui distribuent pour accompagner nos clients. C'est un des risques opérationnels à rappeler, c'est-à-dire que si tous les clients se réveillent au mois d'octobre, il y aura une saturation à la fois chez l'éditeur, chez les cabinets de conseil, mais aussi chez les banques. S'il y a trop de pics, on pourra... Voilà, donc il faut étaler son projet. Très bien. Il y a une phase également qui concerne les tests, en fait, qui est très importante avec nos entreprises, et donc qui peuvent demander plus ou moins de temps, mais en tout cas qui est incontournable. Et donc ça fait clairement partie de la cellule d'accompagnement. Oui, parce que c'est aussi un projet technique. Oui. Et il faut que ça marche. Absolument. Je vous transmets, Aline et José, les remerciements de à peu près tous les, enfin pas tous, mais au moins une demi-douzaine d'internautes qui nous disent bravo à des interlocuteurs qui maîtrisent leur sujet. Et bien, merci aussi à vous qui nous avez envoyé beaucoup de questions. Il en reste d'ailleurs une poignée qui n'ont pas été traitées. José et Aline reviendront vers vous pour y répondre. Je vous signale aussi que vous pourrez consulter à nouveau ce vidéo chat en différé d'ici très peu de jours. Et puis donc les équipes Sage et Natixis reviendront vers vous pour toutes les questions qui n'auront pas été traitées. Merci beaucoup de votre attention. Pardon pour les quelques minutes de dépassement. Et à très bientôt, sans doute, pour un nouveau vidéo chat Sage. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci.